table. Une émission proposée par Hype FM. Intense émotion hier au Mont Valérien où hommage a été rendu aux fusillés du groupe Manouchian. Un hommage exceptionnel pour le 70e anniversaire du 21 février 1944 car pour la première fois que cette commémoration existe, elle s'est déroulée en présence du président de la République, de nombreux ministres et de tout un parterre de personnalités. Car au-delà de l'hommage rendu aux 22 hommes du groupe Manouchian, François Hollande a rendu hier hommage à la résistance dans son ensemble et annoncé à l'occasion de cette cérémonie les noms de 4 figures illustres de la Seconde Guerre mondiale, 2 femmes, 2 hommes, dont les cendres seront transférées au Panthéon. Ce matin, dans notre émission Carte sur table, nous allons nous concentrer uniquement sur le groupe Manouchian, car nous avons la chance d'avoir avec nous le dernier survivant de ce commando, Alsen Tchakerian. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être parmi nous ce matin. Nous avons déjà eu la chance de vous recevoir sur notre antenne, mais je vous remercie d'être encore avec nous aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle, car avec vous, nous allons pouvoir découvrir, redécouvrir cette histoire de l'intérieur. À vos côtés, votre biographe, en quelque sorte, Hélène Bossaillan, bonjour. Bonjour. Celle qui vous accompagne dans l'écriture de cette histoire du groupe Manouchian et qui est devenue au fil du temps une spécialiste de cette page de la résistance, de cette histoire de la résistance. Également avec nous en studio ce matin, le député des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous avez signé une tribune dans Le Monde demandant le transfert au Panthéon du groupe Manouchian. Nous allons en parler dans un instant et nous écouterons également la réponse de François Hollande en exclusivité pour Hype FM. Enfin, nous serons en ligne avec Antoine Bagdikian, le président de l'ANACRA, l'association des anciens combattants, les organisateurs de la première heure de cette cérémonie du Mont Valérien. Alors, nous allons débuter cette émission précisément par cette cérémonie qui a eu lieu hier, je disais, moment d'intense émotion car comme l'écrivait Missak Manouchian dans sa dernière lettre à Mélinée, son épouse, aujourd'hui, il y a du soleil. Et hier, c'est sous un magnifique soleil d'hiver, cruel soleil brillant, que nous étions tous dans cette clairière où il y a 70 ans, 22 hommes du groupe Manouchian ont été fusillés. Les noms de chacun d'entre eux ont été énoncés par les enfants d'un collège de Saint-Brieuc, d'où venaient 3 des plus jeunes membres du commando, qui étaient lycéens en 1944. Une chorale composée d'enfants de cette même ville a ensuite entonné le chant des partisans, puis nous avons pu écouter le poème L'affiche rouge d'Aragon. Jean-Marc Germain, vous étiez au premier rang lors de cette cérémonie. Comment avez-vous vécu ce moment ? C'était très émouvant, émouvant qu'au fond la République française rende hommage de manière aussi forte au groupe Manouchian, à l'endroit même où il a été fusillé. La cérémonie était très belle. Il y avait, vous venez de le dire, toutes les autorités, le gouvernement au grand complet, le ministre des Affaires étrangères arménien, l'ambassadeur bien sûr, et je crois que c'était un très beau moment. Moi, ce qui m'a le plus ému, c'est la lecture des lettres, notamment de Missak Manouchian, mais aussi de ses amis, et de ses paroles très fortes qu'il a eues alors qu'il allait mourir. Il les a écrites la veille dans sa prison, et où il a envoyé un message, bien sûr, de la résistance, mais aussi un message de paix, un message d'humanité. Il dit, au fond, j'en veux pas aux Allemands, et je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, on y reviendra, mais que je plaide pour son entrée au Panthéon, parce que sa vie a été, et celle des siens a été en tout point admirable, admirable dans sa vie, on y reviendra, admirable dans ses combats pour la France. Aragon, dont le poème nous a été lu hier, disait de manière très forte, ils étaient 23 étrangers et pourtant nos frères. C'est très fort, et puis admirable aussi face à la mort avec un message de paix qu'il a délivré. Donc 23 étrangers et nos frères pourtant, et effectivement, comme insistait Aragon dans ce poème magnifiquement mis en musique par Léo Ferré quelques années plus tard, des mots qui ont permis de sortir ces hommes de l'ombre. On l'appelle l'armée de l'ombre, la résistance, mais après avoir été fusillés, ces hommes sont retournés un peu dans l'ombre. Il a fallu quand même attendre 70 ans pour cet hommage rendu par la République française. Est-ce que ce délai, lorsque Missak Manouchian écrivait à sa femme Mélinée
je sais qu'un jour, on honorera notre mémoire dignement. Est-ce que 70 ans, c'est digne? En tout cas, c'est très long, mais mieux vaut tard que jamais. Et hier, c'était un très bel hommage, et je crois qu'on a fait un premier pas dans cet appel qu'il a fait avant de mourir, en disant je sais que la France, il ne demande même pas que la France honore sa mémoire, il dit je sais qu'elle le fera. Elle l'a fait hier de très belle manière, mais moi je souhaite qu'elle aille plus loin que ça. Je souhaite que vraiment l'histoire de ce groupe, de ces étrangers qui se sont battus pour un pays qui n'était pas leur, qui n'en attendaient rien, qui se sont battus au fond pour la liberté, pour les valeurs de la France, puissent entrer au Panthéon, parce que le Panthéon c'est la maison des grands hommes. Et je crois qu'il n'en est pas de plus admirable que Missak Manouchian et du combat qu'il a mené. Et moi, je ne veux pas opposer évidemment à l'entrée au Panthéon des 4 grandes personnalités immenses qui ont été annoncées par le président de la République. Mais je voulais que dès aujourd'hui, on prépare cette nouvelle étape-là, parce que je crois vraiment que cette vie-là, ces vies-là sont exemplaires en tout point, que le Panthéon s'est fait pour porter les grands hommes de notre pays, ceux qui ont fait la France, mais qui font aussi la France. C'est un moment où elle doute autant de son identité, à travers des vies aussi admirables. Je crois que ce serait faire comprendre aux Français que la France, c'est bien sûr les Français toujours, mais c'est aussi les Français issus de l'immigration. Alors effectivement, dans votre tribune qui est parue dans Le Monde, vous lancez cet appel à une entrée au Panthéon des membres du groupe Manouchian pour justement insister sur cette France qui est composée de toutes ces différentes origines, où des hommes et des femmes ont donné leur vie alors qu'ils n'attendaient rien en retour, ils n'étaient même pas français, vous insistez là-dessus, et c'est le sens de l'appel que vous lancez. Alors, comment vous comptez mobiliser autour de cette entrée au Panthéon du groupe Manouchian? Je crois que c'est au fond une démarche qui commence, c'est-à-dire que je souhaitais vraiment que ce soit fait à l'occasion de ce 70e anniversaire de la mort du groupe au Mont-Valérien, mais je sais bien que ça prendra du temps, et donc j'ai fait cette tribune, elle est en ligne sur mon site, mon blog, et tout le monde peut la signer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amis qui ont déjà commencé à signer, et on va se mobiliser. C'est un combat de longue haleine, parce que comme vous l'avez dit, ce groupe a été longtemps ignoré. C'est frappant, par exemple, si vous ouvrez des livres d'histoire, des manuels d'histoire, le groupe apparaît quasiment pas, et donc une première étape, et je vais écrire au ministre de l'Éducation nationale, j'en ai déjà parlé hier, dans la Clairière d'ailleurs, que les livres d'histoire pour nos enfants, pour nos collégiens, pour nos lycéens fassent appel à cette histoire-là. Je crois aussi qu'il faut que l'histoire de ce groupe-là soit davantage reconnue. Pourquoi pas avoir un espace, un musée qui leur soit dédié. Je crois qu'il faut vraiment faire ce travail de mémoire collective, et surtout cette appropriation de la mémoire par les Français. Donc aujourd'hui, c'est une démarche qui commence, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir signer cela, et puis surtout on va lancer tout un tas d'initiatives régulièrement jusqu'à ce qu'on y parvienne. Est-ce que ce sera en 2015 pour l'anniversaire des 100 ans du génocide arménien, parce que Missak Manouchian est un orphelin du génocide arménien. Comme l'a rappelé François Hollande hier. Ou plus tard, en tout cas, nous ne renoncerons pas tant que nous ne parviendrons pas au but, parce que je crois vraiment que leur place est au Panthéon, à ces grands hommes qui ont fait la France, qui feront la France et qui feront l'exemple pour les Français. Ces grands hommes, la nation reconnaissante, je crois, c'est ce qui est inscrit au fronton du Panthéon. Voilà. À qui mieux appliquer effectivement cette phrase qu'à des hommes qui ont sacrifié leur vie pour que la France redevienne un pays libre, puisque c'est ce qui était aussi voilà, de la résistance. Missak Manouchian, c'était un amoureux de la paix, c'était un poète, c'était un ouvrier aussi qui a construit la France, travaillait pas loin d'où j'habite, aux usines Citroën, habitait dans le 14e arrondissement de Paris, et il a apporté, avant même d'ailleurs la guerre, sa force de travail, ensuite son talent d'artiste, et puis ensuite, vraiment, c'était un pacifiste, il ne voulait pas des armes, et pourtant, il s'en est saisi pour défendre ce pays qui n'était pas le sien, et qui est devenu le sien, et
Et la France, sans Missak Manouchian et sans tous ceux qui se sont battus dans la main-d'œuvre immigrée, ne serait pas la France. Alors, hier, donc, François Hollande a rendu longuement hommage à Missak Manouchian. Il a raconté quel était son parcours. Et à l'issue de son discours, nous avons pu très rapidement interpeller le président de la République et lui demander ce qu'il pensait de cette idée donc, de transférer le groupe Manouchian au Panthéon. Nous écoutons cette rapide interview. Président, pour la radio arménienne, que pensez-vous de l'idée de faire entrer tout le groupe Manouchian au Panthéon? Je pense que là, il ne faut pas imaginer que le Panthéon, c'est un lieu où nous pouvons accueillir tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de notre pays. Le groupe Manouchian, je veux le célébrer en tant que tel, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je le ferai encore me rendant en Arménie, parce que nous savons ce que nous devons à ce groupe, à Manouchian, et à tous les Arméniens qui, venus en France parce que voulant ne pas être sacrifiés un moment dans l'opération génocidaire, ont donné à la France aussi l'occasion d'être de bons soldats pour leur propre liberté. Merci. Merci. Alors, cette réponse, elle était attendue. On imagine qu'effectivement, dans le contexte actuel, alors qu'on annonce les noms, on va quand même les citer, Pierre Brossolette, Jean Zay, Germaine Tillon et Madame de Gaulle Antonieuse, je ne me souviens plus de son prénom, Geneviève, merci. On imagine que, voilà, on a l'impression que François Hollande dit la liste est close en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse quand François Hollande, dans son discours, a quand même dit « Le Panthéon ne doit pas être un mausolée, mais un lieu d'éducation ». Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Je plaide pour que le groupe Manouchian soit mieux enseigné, qu'on lui accorde une plus grande place dans la mémoire collective. Donc, quelle meilleure place que le Panthéon? Oui, mais je crois que c'est pas parce qu'aujourd'hui, avec un certain nombre d'amis, je propose une étape future, qu'il faut sous-estimer ce qu'a fait le président de la République hier. Il a rendu vraiment, et vous l'avez dit vous-même, un très bel hommage dans cette clairière de la France, la reconnaissance de la nation française, et il faut vraiment le voir en tant que tel. Ensuite, les 4 personnalités dont il propose d'entrer au Panthéon. Moi, j'ai eu la chance de croiser Geneviève Antonieuse de Gaulle, puisqu'avec Martine Aubry, j'ai travaillé sur la loi de lutte contre les exclusions, et c'est elle qui a porté ça de manière admirable, avec ATD Carmonde, Germaine Tillon, Jean Zay, Pierre Brossolette. Ce sont des femmes et des hommes totalement exemplaires et incontestables. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on prend date pour le futur qu'il faut opposer les deux. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire. Il faut goûter la joie de ce très beau moment que nous avons eu hier, que ce soit pour Missak Manouchian ou pour les 4 entrées au Panthéon, mais continuer à faire ce travail pour l'avenir. Certains m'ont dit aussi, est-ce qu'on peut faire entrer des étrangers au Panthéon? Quel est le problème que ça pose? Moi, je crois au contraire que ce serait une très belle idée. Je le disais tout à l'heure, la France en ce moment, elle doute, parce qu'il y a le chômage, il y a la crise, et chaque fois qu'un pays doute, il a tendance à se replier sur lui-même et à se replier sur une identité nationale. Alors l'identité de la France, elle est profondément républicaine. Une république, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que chaque homme, chaque femme lui a apporté, lui apporte et lui apportera. Et dire aujourd'hui aux Français, on ne vous regarde pas en fonction de votre histoire, de votre origine, mais on vous regarde en fonction de ce que vous voulez apporter à la nation française, à la France. Je crois que ce sera un message très fort. Donc le travail que nous allons faire, le travail de pédagogie, il va être très utile, et je sais que nous aboutirons, en tout cas, nous nous mobiliserons jusqu'à y parvenir, parce que je crois que ce serait vraiment un geste très fort que la France s'enverrait elle-même, mais enverrait aussi au monde. Alors, il n'est évidemment pas question de minimiser la cérémonie d'hier et l'hommage rendu, mais c'est vrai que lorsqu'on a découvert votre tribune, votre appel, votre suggestion, ça a fait évidemment plus que chaud au cœur à l'ensemble de la communauté arménienne de France qui se reconnaît dans le combat mené justement par ce groupe Manouchian qui portait le nom de son chef, mais dans lequel il n'y avait pas que des Arméniens évidemment, il y avait aussi de nombreux autres immigrés venus de Pologne, d'Italie, d'Espagne, donc un groupe très
cosmopolite. Qui est la France d'aujourd'hui, en fait? Donc, d'où l'idée aussi d'insister pour que ce groupe devienne en quelque sorte le symbole d'une France que parfois on oublie. On oublie qu'elle est aussi composée de l'ensemble de ces nations. Juste une précision, hein. D'abord j'ai écrit cette tribune avant même de savoir que le président de la République allait annoncer l'entrée au Panthéon d'un certain nombre de personnalités. Donc les journalistes m'ont dit, est-ce que vous l'avez écrit en réaction en disant, est-ce qu'il y a une déception? Oui, c'est antérieur. C'est pas du tout ça, elle a mis quelques jours à être publiée, mais elle a été écrite avant, parce que je crois que, pour les raisons que j'ai expliquées, ce serait un geste très fort à ce moment de l'histoire de France que de le faire. Donc voilà, n'opposons pas les deux et mobilisons, et tout le travail de pédagogie qu'on pourra faire dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation des enfants, de la mémoire collective, le fait qu'aujourd'hui on soit là ensemble pour en parler, le fait que le dernier survivant du groupe soit là aussi pour raconter encore et toujours la vérité historique de ce qu'a été ce groupe-là, c'est très important que nous puissions être là. Donc voilà, c'est un combat, c'est une mobilisation que nous avons à faire et que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui ensemble. Alors, je le disais, nous allons être en ligne dans un instant avec Antoine Bagdikian. Il est présent par téléphone et prêt à intervenir dans cette émission. Antoine Bagdikian, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ANACRA, l'association des anciens combattants, qui organise depuis des années les commémorations au Mont Valérien. Au départ, après la fusillade, je le disais tout à l'heure, le groupe Manouchian est retombé dans l'oubli. Il a fallu attendre plusieurs années avant que leur mémoire soit honorée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand cette cérémonie au Mont Valérien a lieu? Eh bien écoutez, avec plaisir, le groupe Manouchian a été réveillé, entre guillemets, grâce à un travail d'écriture que j'avais mené, grâce à la complicité de Méliné Manouchian, et grâce aussi à l'accord du président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand. Donc en décembre 83, nous apostrophions le président de la République pour nous étonner que Missak Manouchian, depuis 30 ans, n'était pas honoré avec son groupe. Il nous a donné une réponse magnifique lors de son fameux discours de Vienne en 84 pour dire qu'il donnerait un éclat particulier à la cérémonie de Manouchian. Et c'est là où Manouchian, son groupe et Méliné revenaient en pleine lumière 30 ans après l'exécution. Ensuite, évidemment... En 1984, Antoine Bagdikian, en 1984, nous sommes 40 ans après l'exécution. Oui. Donc il a fallu attendre 40 ans pour qu'une commémoration officielle organisée, malgré tout, non pas par la République, mais dans un cadre plus officiel, voit le jour. C'est exact. Pendant des années, nous avons fait des commémorations très intimistes au cimetière d'Ivry, où est enterré Missak et Méliné Manouchian, le groupe. Tous les 10 ans, nous faisions une cérémonie importante au Mont Valérien, mais à l'époque, nous n'étions pas suivis lors de ces cérémonies du Mont Valérien par les autorités. Et là, miracle, il se trouve qu'à l'avènement du 70e anniversaire, donc après plusieurs commémorations importantes, alors est-ce que c'est le fait que Arméniens et Juifs se soient coalisés, nous, l'ANACRA, et le monnerie israélite des armées pour cogner des deux côtés à la fois? Le miracle a eu lieu où, après plusieurs cérémonies, je le répète, tous les 10 ans au Mont Valérien, mais qui était très peu suivi, d'ailleurs même pas par notre communauté arménienne, ce qui est très difficile à concevoir. Maintenant que c'est réveillé, on espère que la communauté sera derrière son héros, mais nous étions bien seuls au Mont Valérien pour rappeler la mémoire de Manouchian. Et le miracle, comme vous l'avez dit, eh bien, c'est que le président Hollande a regroupé en un seul jour toutes les cérémonies concernant la résistance et un hommage spectaculaire 70 ans après leur exécution. On ne peut que s'en féliciter. Effectivement, on ne peut que s'en féliciter. Un hommage spectaculaire, le terme est bien choisi et très très chargé d'émotion. Alors, sur la proposition de Jean-Marc Germain, donc, qui est avec nous en studio, on imagine que cette idée est soutenu par l'ANACRA et que vous allez peut-être accompagner cette démarche du député Jean-Marc Germain. Mais écoutez, il faut prendre du recul parce que le Panthéon accueille des personnalités. Manouchian en est une. Mais comment dissocier Missak Manouchian et aussi, ne l'oublions pas, il a une tombe commune avec Méliné Manouchian. On ne peut pas séparer les deux. Donc au minimum, ça serait Missak et Méliné Manouchian, pour laquelle Méliné
l'État français lui a fait l'insigne honneur de l'enterrer à côté du carré des Monts pour la France, alors qu'en fait, elle est décédée 35 ans après l'exécution de son mari. Donc au minimum, c'est 2. Ensuite, évidemment, les 23 personnes, ça me paraît difficile à concevoir parce qu'il y a eu également de grands groupes dans le Conseil national de la résistance qui vont plaider en disant « et nous, et nous ». Alors, qu'est-ce que vous répondez effectivement à ces arguments, Jean-Marc Germain? Parce que c'est vrai que ça peut être un transfert symbolique d'une figure du groupe Manouchian. Oui, bien sûr. Vous savez, au Panthéon, on transfère pas systématiquement les corps. Par exemple, Geneviève Antonios de Gaulle, elle a exprimé le souhait de rester avec son compagnon. Et donc la proposition, en tout cas la réflexion, c'est de transférer un bout de terre de l'endroit où elle est enterrée. Donc il y a 1000 façons, en réalité, de transférer, d'honorer les morts au Panthéon en transférant une partie des cendres, de la terre, en transférant parfois les conjoints. Ça a été fait aussi. Il y a 2 femmes au Panthéon. Oui. Il y en a une qui est Marie Curie, mais l'autre c'est parce qu'elle est venue avec son conjoint. Donc je crois que il n'y a pas de problème matériel entre guillemets. Ensuite, c'est vrai que il y a beaucoup de groupes résistants et que cette question se pose, mais je trouve, moi, que honorer le groupe Manouchian, d'ailleurs, parce que certains avaient proposé que Missak Manouchian soit transféré seul au Panthéon. Je crois que l'idée de transférer le groupe de ces étrangers qui se sont battus pour la France, c'est ça l'idée très forte. Moi, je voudrais aussi saluer le travail qu'a fait Robert Badinter, puisque vous disiez... qui est-ce qui a en premier remis au goût du jour, si je puis m'exprimer ainsi, les cérémonies en l'honneur de Missak Manouchian et de son groupe. Il y a eu aussi en 2003 Robert Badinter qui raconte justement qu'il allait au Mont Valérien à une de ces cérémonies-là et qu'ensuite il s'est promené dans la clairière et qu'il a été frappé du fait qu'il n'y ait même pas la liste des noms des fusillés, et donc il a fait une proposition de loi qui a ensuite conduit au monument qui est maintenant érigé dans la clairière, alors même si fait pas référence explicitement à la liste, et puis ensuite à la cloche sur laquelle sont gravés tous les noms. Donc je crois qu'il a aussi contribué, lui, et d'ailleurs le président de la République lui a rendu hommage, à ce que cette mémoire soit remise un peu au goût du jour, mais on voit bien qu'en 2003 encore, il y avait finalement très peu d'hommages rendus par la nation. Donc voilà. Alors, à ce sujet, comme j'étais à côté de Badinter et j'ai eu cet honneur d'être au pied de la cloche, je lui ai signalé qu'il y avait une erreur. Ils ont bien écrit Missak Manouchian, mais ils ont rapporté le nombre d'emprunts d'Arpen Tavitian, qui était le 2e fusillé à côté de Missak Manouchian, et son nom d'emprunt de la résistance était Manoukian. Alors ce Manoukian n'existe pas, et il faudrait remplacer Manoukian par Arpen Tavitian, qui est le 2e fusillé. Donc il faudrait gratter ça, mais c'est vrai que la cloche rappelle les 1100 noms, contrairement à ce que rappelle la dalle des fusillés, sur laquelle, dans la précipitation de la fin de la guerre, ils ont marqué, c'est dans cette clairière que furent fusillés 4500 résistants. C'est faux, c'est abusif, c'est 1100 personnes reconnues à ce jour. Oui, grâce au travail de recherche mené par Serge Klarsfeld, auquel François Hollande a également rendu hommage hier, qui a permis donc de finaliser cette liste, mais il y en a encore, qu'il faudrait encore identifier, a précisé le chef de l'État. Alors, Antoine Bagdikian, nous avons perdu Antoine Bagdikian, qui a eu peut-être un problème de liaison téléphonique, mais c'est pas grave, nous le retrouverons au cours de cette émission. Alors, Arsène Chakarian, cette proposition de Jean-Marc Germain, on imagine que vous, elle doit vous toucher, en tout cas vous avez une idée, un avis sur cette question. Quel avis je dois avoir? Oui, c'était très bien, les cérémonies que je regardais, malgré que il y avait une chaîne de télévision chez moi dès le matin jusqu'à 1h de l'après-midi, et donc je regardais en même temps ce que s'est passé au Mont Valérien. C'était très émouvant, c'est vrai, mais vous savez, je pense toujours à mes camarades qui sont morts. Je pense mes camarades qui étaient dans les dans les tranchées, qui ont été jetés, presque une vingtaine de mes camarades,
et que après M. Barcelloni, qui était, je crois, chef du cabinet à l'époque, ce que je vous passe, c'est il y a déjà 55 ans. Alors quand j'ai vu tous les cadavres sortir, et puis on me demandait de reconnaître, alors pendant les discours, moi j'avais ça, cette image-là. Mais précisément, Arsène Chakarian, sur cette proposition de transférer le groupe Manouchian au Panthéon, d'une façon ou d'une autre, hein, Jean-Marc Germain le dit, il y a plein de façons de le faire. Sur cette idée, est-ce que pour vous, c'est l'endroit où le groupe Manouchian doit figurer? Oui, parce que justement hier aussi à cette télévision, je lui ai dit, je regrette que le président de la République n'a pas choisi aussi Manouchian, parce que pourquoi? Parce que vous savez, dans toutes les résistances, dans tous les combats qu'il y a eu dans la France occupée, l'Europe occupée, le combat le plus terrible qu'il y a eu, c'est dans la région parisienne. Et cet groupement, il a combattu avec acharnement, avec une mosaïque de combattants, vous savez, de tous les pays presque, voilà. Et il a fait trembler les Allemands dans Paris. Et il y a eu 115 attentats. Quand on voit que les officiers allemands supérieurs, ils changeaient leur tenue avec des tenues civiles, quand on voit que ils ont peur de nous, et puis nous on allait face, en plein jour, jeter des grenades ou des pistolets, etc. On a fait trembler. C'est unique dans les capitales européennes. Donc c'est quelque chose honorable pour la France. Oui. Honorable pour la France qu'un de ces groupements qui a été composé avec une mosaïque surtout, hein, je vous dis mosaïque parce que il y avait toutes les nationalités, qu'on a fait trembler les Allemands. Alors, je crois qu'il lui aussi il méritait. Voilà. Alors, effectivement, on est rentré un peu dans le vif du sujet sans revenir sur l'histoire de ce groupe Manouchian, parce qu'il était exceptionnel à plus d'un titre. Ouais. Et s'il avait été comme ça pointé du doigt par les nazis, c'est parce qu'il était très efficace sur le terrain. Il avait 115 actions à son actif, vous l'avez rappelé, Arsène Chakarian. C'est un symbole parmi les symboles. C'est-à-dire que non seulement il s'était composé d'une mosaïque d'étrangers, mais c'est également un groupe qui a causé énormément de pertes aux Allemands, d'où aussi la raison pour laquelle il aurait dû rentrer dans l'histoire plus tôt et en tout cas autrement. Jean-Marc Germain. Oui, en tout cas, il devra y rentrer et il faudra se mobiliser pour ça. Mais vous avez raison de dire qu'il touchait au fond l'état-major allemand à la tête aussi, hein, et c'est notamment ce qui a déclenché l'intensification des filatures et finalement la chute du groupe. Ça a été l'exécution d'un haut gradé allemand. Donc je crois effectivement qu'il faisait peur, et d'ailleurs l'histoire de la fiche rouge, ça a été, ça mesure bien le danger qu'ont saisi les Allemands en se disant il faut non seulement les éliminer, les arrêter, mais ensuite il faut casser l'image qu'ils ont pu avoir dans la population française, qui est de dire qu'il y a des Français qui sont prêts à tout pour résister, qui sont prêts à sacrifier leur vie, et c'est ça qu'ils incarnaient par leurs actions qui étaient très intensives, hein, parce que centaines d'actions dans cette période très courte, on imagine l'intensité. Ces groupes tous les jours agissaient partout dans Paris et ils ont contribué à la libération de Paris. D'ailleurs, Missak Manouchian, au moment d'ouvrir, le dit, je sais que Paris est quasiment libéré, et certains regrettent d'ailleurs de ne pas pouvoir voir cette libération pour laquelle ils se sont tant battus. Oui, car il le disait dans son dernier courrier, hein, la victoire, je meurs à 2 doigts de la victoire et du but, donc des paroles effectivement prémonitoires, mais il savait aussi que l'action qu'il menait portait ses fruits. Donc c'était aussi partir en se disant j'ai accompli un devoir incommensurable. Et tout ça sans haine pour les Allemands. C'est ça qui est très fort et qui est très exemplaire dans l'action et dans le combat de Missak Manouchian. C'est-à-dire que c'est pas un combat de haine, c'est pas un combat de revanche. Il n'est pas en train de tuer des Allemands parce qu'on aurait tué un de ses proches. Il est en train de le faire parce qu'il veut sauver cette nation française qu'il aime tant alors qu'il est arménien. Donc c'est ça qui est très beau et qui pour moi est exemplaire.
Alors donc, si l'on veut soutenir cet appel, on se rend sur votre blog, Jean-Marc Germain. C'est facile à retrouver sur Internet. De toute façon, nous donnons... La tribune est présente et on peut. C'est pas simplement soutenir, c'est surtout pas soutenir Jean-Marc Germain, bien sûr. C'est co-signer la tribune. Relayer votre appel. La tribune qui explique cette histoire-là, qui explique le sens que ça a aussi pour la nation, au-delà même de la reconnaissance historique de ce qu'il a apporté à la France. Bien, merci Jean-Marc Germain d'être venu ce matin nous expliquer dans notre émission Carte sur table cet appel, cette tribune, et de contribuer ainsi donc à la connaissance, à la diffusion du savoir concernant ce groupe Manouchian, un des groupes qui a le plus marqué les esprits, en tout cas allemands, pendant la guerre, et qui aujourd'hui reprend sa place dans la mémoire collective et peut-être demain dans les manuels d'histoire, une place plus conséquente. Donc c'est aussi ce à quoi vous travaillez aujourd'hui. Vous disiez, vous avez parlé au ministre de l'Éducation, donc un travail de pédagogie, de sensibilisation pour atteindre une meilleure connaissance en fait. C'est ça. Voilà. Et le plus tôt possible, vous savez, une idée, plus elle est soutenue, plus elle est reconnue, donc soyez nombreux à la soutenir. Un grand merci Jean-Marc Germain, on vous libère car vous devez nous quitter, donc on va poursuivre l'émission sans vous, mais merci vraiment d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne émission. Alors, Hassen Chakarian, donc on va revenir maintenant à ce groupe Manouchian dont on n'a pas parlé encore pour l'instant, car il était nécessaire d'entrer dans le vif de l'actualité qui était la commémoration elle-même, et de mettre l'accent sur cette commémoration exceptionnelle. Évidemment, loin de nous l'idée de minimiser l'événement qui a eu lieu hier, car comme je le disais tout à l'heure, quand on a vu dans cette clairière le président de la République prendre cette gerbe, la déposer, saluer ensuite les porte-drapeaux, dont ceux de l'association de l'ANACRA avec le Yerakuin, donc à la main, c'était un moment très important. Alors on me signale en régie que on va vous retenir encore un instant, Monsieur Germain, car une auditrice souhaite vous poser une question. Donc on va prendre cet appel d'auditrice et vous libérer ensuite. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de me permettre cette intrusion. J'avais préparé mon propos sachant l'intervention de Monsieur Germain. On vous écoute. Alors permettez-moi. Je veux naturellement remercier Monsieur le député Jean-Marc Germain pour son initiative très opportune qui ne manque pas d'être très intéressante pour nous. Par ailleurs, demeurant à Clamart, je voudrais vous dire que nous ne manquerons pas d'accompagner votre initiative et notamment, j'espère, à l'occasion d'une célébration locale à la place Missak Manouchian qui a été inaugurée à Clamart. Alors, j'espère beaucoup que vous pourrez prévoir et éventuellement, nous ne manquerons pas de vous aider dans cette initiative. Très bien. Merci pour votre beaucoup. appel. Merci à vous. Compte sur tous les Clamartois, mais au-delà, il faudra être nombreux. Alors, lorsque ce sera opportun, j'interviendrai ultérieurement. Très bien, merci. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Alors, on vous retient encore un instant parce que nous avons un autre auditeur qui souhaite vous parler. C'est à vous. Oui, Monsieur Germain, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être parmi nous. J'ai attentivement écouté vos propos. Ce qui s'est passé en 1944 s'est passé avec essentiellement, comme vous l'avez signalé, avec des étrangers qui ont défendu la France. Aujourd'hui, la France est essentiellement composée d'enfants d'immigrés, qui soient des Manouchian, des Aznavour, des Valls, des Harlem Désir, des Alexis Govskian, des Mourad Papazian, Aratoranian et autres. La France est multiculturelle aujourd'hui. La France est le pays des droits de l'homme. Cette affirmation fait de notre identité et elle fait aussi notre fierté. Ne nous le cachons pas, nous aimons à nous en flatter et à nourrir cette image de phare du monde. Mais si ces mots aujourd'hui résonnent creux, quelle fierté y a-t-il simplement à les dire ? Si ces mots ne sont que façades, est-ce que nous pouvons nous enorgueillir ? Et si la politique aujourd'hui prend le contre-pied de cette phrase, que devons-nous faire ? Notre responsabilité est simple aujourd'hui en 2014, elle est simple mais nécessaire. Alors, quelle est votre question à Monsieur Germain ? Parce que là, ma question est très simple.
Est-ce qu'il est normal, aujourd'hui, en 2014, alors que nous célébrons la résistance, alors que nous célébrons la mémoire de ces Arméniens et de ces étrangers qui se sont battus pour la France. Votre question ? Ma question est simple. Est-ce qu'il est normal de procéder à toute une série d'expulsions d'Arméniens qui sont sur le territoire national français? Alors monsieur, il nous semblait bien avoir reconnu votre voix, car nous avons remarqué quand même, et nos auditeurs également, que quel que soit le sujet de l'émission Carte sur table, vous intervenez tous les samedis matins désormais pour poser une question sur ce sujet qui, malheureusement, n'est pas celui qui nous préoccupe ce matin. Et monsieur Germain n'est pas responsable de la politique migratoire de la France. Voilà. Oui, mais je peux quand même dire un mot. Et on vous remercie pour votre appel. C'est une question qui est importante parce que cette initiative, elle est prise, comme je le disais tout à l'heure, à la fois pour reconnaître ce que les immigrés ont apporté à la France à un moment des plus dramatiques de son histoire, le moment où elle avait perdu la liberté, elle avait perdu la possibilité d'être reconnue comme un pays en tant que tel. Je pense que qu'en faisant réfléchir les Français sur des moments très dramatiques où d'autres venus d'ailleurs ont donné leur vie pour notre pays, on leur fait porter un autre regard sur l'immigration, de même que moi j'ai soutenu les combats de Réseau Éducation Sans Frontières, parce qu'au fond on disait aux Français, ces enfants qu'on expulse, c'est les amis de vos enfants. Et j'ai d'ailleurs, alors pas à Clamart, mais à Fontenay-aux-Roses, le président du Réseau Éducation Sans Frontières, et ça a été une formidable prise de conscience des Français sur ce qu'est l'immigration. Et plus récemment encore, quand les Suisses ont voté contre l'immigration, ils ont voté contre l'immigration non pas venue d'Afrique du Nord, qui est celle qui fait peur à un certain nombre de Français, mais contre l'immigration des Français. Et là, je crois aussi que ça a été un moment de prise de conscience de dire on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Et donc ce combat-là aujourd'hui que nous entamons, il est aussi pour porter un autre regard sur l'immigration. Et moi, je défends une politique de l'immigration qui est à la fois juste, humaine et ferme. Ferme parce que on doit accueillir tous ceux qui sont réfugiés, tous ceux qui choisissent la France parce qu'ils aiment la France. Mais en même temps, comme disait Michel Rocard, il faut que, il le disait de manière un peu maladroite et polémique, mais il faut le faire en fonction de notre capacité d'accueil et de notre capacité d'intégration. Mais juste en même temps, parce qu'effectivement, il y a des reconduites à la frontière, notamment dans la période précédente, ou des expulsions qui ont été totalement injustes et contre lesquelles on s'est battu. Donc moi, je défends cette politique-là, humaine, ferme et juste, et quand il y a d'ailleurs des abus, parce qu'il en existe encore, je les défends personnellement. Voilà, je pense que notre auditeur a été satisfait par la réponse que vous avez apportée. En tout cas, vous avez réagi et vous avez apporté votre position donc sur ce dossier. Encore un grand merci, Jean-Marc Germain, et on vous libère cette fois pour de vrai. Merci à vous. Alors, donc, on va revenir à notre sujet du jour, qui est le 70e anniversaire de la commémoration donc des fusillés du Mont Valérien. Ces hommes, ces 22 hommes qui appartenaient au commando Manouchian, 23 membres avaient été arrêtés, parmi eux une femme, Olga Bancic, mais la loi de l'armée allemande ou de l'état-major interdisait de fusiller les femmes, donc elle n'a pas été fusillée au Mont Valérien, mais décapitée quelques semaines plus tard en Allemagne. Alors, on va revenir sur ce groupe, Arsène Tchakerian, car je me disais, nous avons la chance de vous compter parmi nous, aujourd'hui encore, et grâce à ces émissions qui sont désormais filmées, que vous pouvez revoir en images sur IPFM, vous pourrez apprécier, comme je le fais, la vigueur avec laquelle vous êtes présent et vous apportez votre témoignage, car ce n'est pas une cachotterie. On peut dire quel âge vous avez, Arsène Tchakerian ? J'ai 97 ans passés. Ouais, donc 97 ans. Et il faut vraiment le voir pour le croire, car vous êtes là, prêt à témoigner avec force et à nous raconter surtout. Alors, on va prendre maintenant le temps de vous écouter, nous raconter avec Hélène Cossélian, je le disais, qui vous accompagne depuis des années et qui connaît aussi bien cette histoire. Alors,
la création de ce groupe qui était une armée régulière de l'ombre, on va dire. Hein. C'est l'armée de l'ombre, comme on l'appelait, la résistance. C'était des soldats, les hommes du groupe. Exactement. Il y a beaucoup d'erreurs. Des historiens, des écrivains, ils racontent ce qu'ils veulent en se référant à n'importe quel ouvrage, mais en vérité, c'était tout à fait autre chose. C'est vrai que nous, les combattants de cette formation, nous ne savions pas qui nous commandait, à part qu'on savait que le responsable militaire était Manouchian, que c'est lui qui doit mener les hommes. Je commence à oublier des noms. Enfin, bref. Le Conseil national de la résistance. Non. Attendez. Reymann, c'était Reymann. Oui. Nous avions Joseph Boxov pour les déraillements. Il y avait des hommes très célèbres dans notre groupe. Bon, mais seulement nous ne savions pas, et on ne se connaissait même pas entre nous. On ne savait pas que un tel était italien, que l'autre il ne savait pas que j'étais arménien, je ne savais pas qu'il y avait des juifs polonais, etc. On ne savait rien. Mais on en avait des faux noms. Mais c'était quelque chose de vraiment, parce que moi j'ai déjà fait le service militaire, je sais qu'il y a une discipline, et bien il y avait une discipline de fer. Voilà. On n'avait pas posé des questions, on n'avait pas besoin, simplement camarade Paul, Jules, etc. Des faux noms. Des faux noms, des matricules également aussi. Et on avait effectivement des matricules. Donc quand j'entends matricule, c'est l'armée, c'est une armée. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose de formation militaire, mais seulement je ne savais pas d'où venait. Bon, c'est après, faut le dire, que je travaillais à peu près une dizaine d'années dans le secrétariat d'État aux anciens combattants, ensuite une dizaine d'années, même plus encore, au ministère de la Défense, comme historien privilégié. Écoutez, pourquoi historien? J'étais pas historien, j'étais même pas à l'école en France, et j'étais historien privilégié. Donc vous aviez vécu les événements au plus près, parce que j'étais légitime. J'étais un vrai document vivant, et que j'ai vécu et j'ai connu tout le monde. Et moi, en plus, je suis un écrivain aussi, j'écris tout ça exactement d'après les documents. Alors, je continue. Voilà ce qui se passe. Jean Moulin, il est descendu plusieurs fois en France pour voir un peu la situation politique de la France. Général de Gaulle l'a envoyé. Et ensuite, Général de Gaulle, Jean Moulin, il rentre à Londres. Après trois fois en France, il dit, mon général, il dit, vous êtes contre pour fournir des armes modernes, parce que vous avez peur que par exemple, mais mon général, qu'on donne des armes modernes, qu'on donne pas, on fusille, on déporte par milliers, etc. Alors, il faudra quand même, mais Moulin, vous allez en France, et vous allez réunir, faire l'unification. Voilà. Cette chose-là, beaucoup d'historiens ne veulent pas savoir. Moulin a persuadé De Gaulle que le fait d'armer les autres groupes que les mouvements gaullistes, que ce n'était pas dangereux et qu'on pouvait en fait le faire. Et donc ensuite, une fois que De Gaulle a été persuadé de cela, effectivement, il y a eu une unification et effectivement, le groupe a pu bénéficier d'armes la création du Conseil national de la résistance, voilà. Ça a été le tremplin, oui, exactement. Donc, on a pu donner des moyens à ces hommes et ces femmes qui se battaient déjà, on a pu leur donner plus de moyens, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais c'était une organisation tout à fait différente de ce qu'il y avait avant. Il y avait les FTP, aussi, voilà. Alors, donc, l'autorisation de parachutage d'armes, c'est pour ces armes-là, une partie c'était pour nous, pour la région parisienne. On est en quelle année à ce moment-là? Là, on est en 1943. 1943, voilà. Et le 20 unification, la Réunion. Oui, le 20 mai 1943, enfin après l'unification, Jean Moulin, il invite 48 rue de Four,
16 personnalités. Oui. 16 personnalités sont parties déjà presque... des représentants des partis politiques et des syndicats. Alors, il y avait 3 communistes là-dedans. Il y en a donc 2 du comité central et un autre qui était la CGT. Mais il y a eu aussi 2 socialistes, il y avait de ceci, de cela, des gaullistes, etc. 16 personnalités qui représentaient et qui ont signé l'accord pour qu'il y aura une seule armée pour combattre les Allemands. Au lieu de faire chacun des escarmouches à gauche à droite. C'est ça. C'est là que je vais faire comprendre à toute la France. D'ailleurs, notre dernier ouvrage, il explique carrément avec des documents. Avec des documents, voilà. Oui, parce que pendant un moment, on a cru qu'il y avait différents groupes qui avaient une autonomie. Non, là, c'était... Là, finalement, ils ont réunifié le tout, et voilà. Et en fait, on peut dire que le premier groupe, enfin, le groupe Manouchian fait, en fait, c'est la première formation de l'armée secrète. C'est une armée secrète. C'est la formation de l'armée secrète. Hélène Cosséian, vous qui connaissez bien cette histoire, comment vous expliquez que pendant des années, on a eu une histoire un peu, on va dire, pas très claire, pour dire les choses simplement. Exactement. Bah, écoutez, ça... Parce que, pourquoi je pose la question? Parce que dans sa dernière lettre, Missak Manouchian dit clairement « Je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération ». Il l'écrit. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Il le sait lui-même qu'elle existe, cette armée. Pourquoi, pendant longtemps, jusqu'à ce que vous... il y a eu un flou, en fait. Exact. Là-dessus, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout était secret. C'était secret. D'ailleurs, les organisateurs, c'était, comment dirais-je, les services secrets anglais et les services secrets français, la BCRA, qui est connue. Voilà. C'est qu'on ne devrait rien raconter, ni entre nous, ni entre Manouchian, ni rien. C'est simplement des questions militaires. Voilà. D'accord. Donc il a fallu le temps que l'histoire puisse commencer à se mettre un peu, devenir de l'histoire, j'ai envie de dire. Parce que pendant des années, c'était encore des documents top secret. Manouchian le savait. Bien sûr, il le savait puisqu'il l'écrit. Alors, Arsène Tchakarian, parlez-nous un peu plus précisément de vous. Vous avez quel âge lorsque vous êtes recruté? Comment ça s'est passé? Bah, écoutez, vous savez, en 42, parlez de moi, Non, mais, écoutez, j'avais le temps quand j'étais allé sous le drapeau, j'étais dans l'artillerie lourde à Essen. Vous savez, alors, j'ai fait la guerre, et bien fait la guerre. Et ensuite, en revenant, j'ai rentré en France, libéré. En 41, en fait, Tchakarian distribuait des tracts. Mais ça, je ne compte pas avec Manouchian. Donc, je connaissais que Manouchian. Même les autres Arméniens, je ne connaissais pas. Voilà. Effectivement, il y avait d'autres Arméniens, non seulement dans les fusils, mais également d'autres personnes qui ont arrivé avant. Dylan Boskerichian. Ah oui, c'est ça. Allez-y les noms. Oui, Henri Karajan, Dylan Boskerichian, Alexandre Constantinian. Mais Tibérian avait été tué avant. Vers la fin. Vers la fin. Après, d'accord. Mais il n'a pas été arrêté en même temps, il n'a pas été fusillé au Mont-Valérien, c'est ensuite. Il a été fusillé dans le Nord. Donc, tous ces Arméniens dont vous faisiez partie ont contribué à ce que la France soit libérée et redevienne un pays libre. Alors, on le disait tout à l'heure, 115 actions menées sur une très courte période, dans des conditions, alors... Très difficiles. Très difficiles, on l'imagine. Nous, on a une vision très parcellaire qui a été retransmise dans certains films ou dans certains livres, mais il faut imaginer ce que ça représente, 115 actions sur une année, sur 18 mois, dans des conditions de danger permanent. Comment on vivait au quotidien? Est-ce qu'on était conscient de ce danger permanent? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, n'importe comment, chaque membre de cette formation, il fallait qu'il y ait une certaine qualité intellectuelle. Voilà, sinon on ne comprend pas. Ensuite, on a envoyé cet homme choisi sur le feu, c'est-à-dire en face des Allemands. C'est une attaque de l'épreuve pour voir s'il était capable de résister à la tension. Oui, si le passage en presse, si c'était réussi, dans ces cas-là, voilà, il était incorporé. Parce que quand vous allez, c'était en plein jour,
en plein grand boulevard, ou Champs-Élysées ou ailleurs, et qu'il faudra que vous sortez votre pistolet, abattre un général qui est déjà à côté, il y a d'autres surtout qu'il y a des dizaines de Allemands qui c'est cela, donc vous êtes deux. Alors, voyez-vous, et cette femme qui l'amène, il n'y avait pas qu'une femme, hein, dans l'histoire, ils disent qu'il y en a 10, 20, mais ce n'est pas vrai. Il y en avait une seule femme, c'était Olga Barsik. Elle a servi à tous les groupes pour transporter les armes dans un cabas avec quelques verdures, ce qui était nécessaire. Il venait à l'endroit et le responsable du groupe, il prenait, il le mettait dans sa poche, il distribuait après aux autres, et Olga Barsik allait à un endroit plus loin, à 1 kilomètre ou 2 kilomètres, et il attendait le retour pour rendre et après, elle retournait au dépôt d'armes. Alors, écoutez, je pose la question. Ce qu'ils disent, c'était dans le groupe Manouchian, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il fallait, quand par exemple, vous avez déjà attaqué, quand vous avez exécuté des militaires, et aussi un de vos camarades, et aussi atteint, et il est mort là, et puis les yeux ouverts, il le regarde, et puis voilà. Dans des conditions comme ça, et puis on rentre chez vous, vous ne pouvez ni manger, et ni dormir. Vous faites des cauchemars la nuit. Vous faites des cauchemars. Vous souffrez énormément, et vous pensez sans arrêt. Et le lendemain, il faut encore se réveiller, et puis aller encore à son rendez-vous, faire avec le groupe, et on va attaquer cette fois, c'est un groupe de 60 ou 100 soldats qui passent à gauche à droite, il faut jeter 2 traces de grenades. Vous savez, c'est tous les jours. Je ne dis pas que j'ai fait tout, non. J'en ai fait à peu près une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas, enfin le reste, mais chacun en a fait autant. Voilà. Il y a des camarades qui sont venus, ils ont été courageux, ils ont jeté des etc. Et 3-4 jours après, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Et c'est normal, je le comprends très bien. Mais nous avons supporté, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit? On n'avait pas le temps de penser ce que vous posez comme question. Parce que nous souffrions, on mangeait très très mal. Vous comprenez? On avait des faux papiers dans la poche. Voilà. Mais on avait des armes qui étaient magnifiques et on faisait peur. Alors, Hassen Tchakarian, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engagement dans la résistance de tous ces Arméniens? Est-ce qu'il y a un souffle qui les animait? Qu'est-ce qui a amené ces hommes, dont vous êtes, à avoir rejoint ainsi ces héros, ceux qui ont permis donc à la France d'être libérée, mais ces héros de l'ombre, qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, mais là, vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà libéré la France. Ensuite, l'antifascisme. Mais nous sommes un peuple quand même, qu'on a souffert des millions de nos compatriotes, de mes parents, des grands-parents, etc., ils ont été massacrés. Et quand par exemple, parce que je connais l'histoire de la France, mais je connais aussi l'histoire de l'Arménie. Alors quand je pense que les Fédayines qui étaient dans les montagnes, ils se battaient, et eux aussi, comme nous, ils savaient qu'une fois attrapés, ils vont tuer, voilà, ils vont mourir. Comme par exemple, surtout, quand je pense, c'était Yariam qui est parti à Berlin, il a battu Talat en plein jour comme ça. Vous savez, c'est pas comme pour faire un héroïsme, non, pas du tout. Il se vengeait du peuple du sang que notre pays, notre peuple a souffert. Voilà. Nous savions ça aussi, Manouchian, on parlait, au moins, mes camarades arméniens. Voilà. Alors ça aussi, on savait. Animé par le souffle des premiers résistants arméniens. Mais bien sûr. Alors tout à l'heure, quand vous disiez il fallait tester les hommes pour que le moment venu, leurs bras ne tremblent pas. Quand vous disiez tout d'un coup, si vous devez sortir votre arme dans une rue et abattre un général allemand, effectivement, on a cette image de ce Roman Tellerian qui soudain a dû, sans trembler, sortir son arme dans une rue passante de Berlin et tuer Talat Pacha. Donc on voit bien le parallèle, on imagine que ces hommes qui ont résisté aux Turcs ont animé aussi ce mouvement de résistance des Arméniens en France. Oui, mais
je n'oublie pas aussi ceux qui ils étaient dans les fédérations, qui étaient dans les montagnes. Vous savez, ils n'avaient pas à manger, ils avaient leurs fusils, vous savez, il fallait charger. C'était des fusils très aériens, l'armée régulière turque, il avait ce qu'il fallait, et voilà. C'est souffrir aussi là-haut. Et puis en bas dans le village, il y avait la population arménienne qui était là. Alors vous savez, ça aussi, c'est une organisation. D'abord, on était au milieu de la Turquie. On se battait contre la Turquie. Pourquoi? Parce qu'ils nous massacraient. Voilà. Alors, écoutez, c'est peu long à expliquer. Je chante souvent quand je travaille Silent Chess. Ezrumi hayatlarının, tun diye hayatlarının, zengi chargement. Alors, on pensait à ça. Alors, quand on vous entend, je pensais à ce que vous m'aviez raconté en préparant cette émission. Lorsque hier François Hollande a prononcé son discours, où il a parlé longuement du combat mené par le groupe Manouchian et rappelé son parcours, derrière lui est gravée dans le mur une phrase de Charles de Gaulle qui dit « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas ». Et lorsque vous nous parlez de Télérian ou de ces héros qui ont résisté, on pense au Moussadar, on pense à tous ces hommes et ces femmes qui ont lutté contre l'armée turque et aussi à la résistance du peuple arménien depuis des siècles. Je voudrais associer dans cette lignée de résistants Sergueï Nikoyan, qui est un jeune Arménien qui était né en Ukraine et qui a été une des 2 premières victimes tuées à Kiev il y a 3 semaines lorsque la police ukrainienne a chargé pour la toute première fois les manifestants. Eh bien, en première ligne se trouvait, là encore, un Arménien, certes né en Ukraine et qui se battait pour que l'Ukraine reste un pays libre. Et là, quand on fait cette relation entre tous ces événements, on se dit que les Arméniens ont cette vocation au fond d'eux, cette flamme de la résistance qui ne s'éteindra pas. C'est à vous qu'elle s'applique, cette phrase de Gaulle, en fait, à Tchakarian. Oui, mais je veux dire une chose, pour ce qui se passe à Kiev, c'est un peu différent. C'est une révolte politique pour prendre le pouvoir. Non, c'était pour dire qu'il y avait là aussi un Arménien en première ligne de la résistance. Un Arménien, on a eu aussi dans les bandits des Arméniens, vous savez, où je disais, mais les Fédaïns, c'était autre chose, c'était pas des bandits. Les groupes Manouchian non plus, c'est pas des bandits comme les Allemands, ils ont fait des affiches. Il y a une différence de libérer sa patrie pour se venger de ces morts qu'il a eu 1,5 million. Voilà. Ça, c'est de combattre contre cela. Mais on continue à combattre. C'est cela, c'est des machins à honorer. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit aussi à la télévision hier que malheureusement j'étais pas au Mont-Valérien, dans la télévision qui était déjà c'est la 16. Voilà. Où je lui dis, mais Manouchian, c'était sa place aussi. Vous comprenez, comme ce monsieur-là qui était parlé tout à l'heure, on va lui aider justement pour qu'on lutte, pour que Manouchian aussi soit là. Voilà. Au Panthéon. Que le groupe soit au Panthéon. Que le groupe Manouchian soit honoré aussi au Panthéon et qu'on puisse lui donner la place qu'il mérite, non seulement dans ce symbole de transfert des cendres au Panthéon, mais aussi dans les livres d'histoire. Alors, vous contribuez, Hélène Kosseyan, à faire connaître cette histoire de la résistance à cette page de l'histoire. Vous êtes maintenant devenue familière de ces histoires. Oui. Comment vous êtes rentrée, j'ai envie de dire, dans cette... un petit peu totalement par hasard en fait. Comme je travaille aux Nouvelles d'Arménie, donc j'écris aux Nouvelles d'Arménie, j'avais passé tout simplement une annonce parce que j'écrivais des biographies, je me proposais d'écrire des biographies, puis donc Arsal Tchakarian a dû voir mon nom et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis voilà. Prise de passion pour ça. Oui, de toute façon, j'adore cette l'histoire. Et donc voilà, je suis rentré, puis le contact aussi, le courant est passé. Et puis j'ai vu, j'ai posé quelques questions, moi aussi, vous savez, c'était un peu mon métier dans les services. Alors, j'ai vu que cette fille-là, c'est la fille que j'ai cherchée, justement. Alors, j'ai dit, voilà, écoutez, je ne vais pas vous payer pour votre travail, mais je voudrais que vous soyez associé avec moi. Et j'ai dit, immédiatement, je vais vous donner la moitié
moitié de mes droits, je vais vous donner à vous. Et puis, mais je voudrais que vous continuiez à surtout apprendre ce que c'est. Parce que dans le contexte, c'est pas la patte du gain, Hélène Cousignard. Non, la contexte de ce qui est passé dans la résistance, elle n'était pas très au courant. Alors, on connaissait, mais pas en profondeur, quoi. Et là, lui, je présentais à gauche, à droite, des généraux, etc., tout ça, et puis au fur et à mesure qu'il s'est formé maintenant, c'est très bien. Je compte sur elle, puis après mon départ, que ça continue. Mais je veux que vous parliez aussi de, par exemple, le livre qu'on écrit en France. Voilà, je voulais vous poser cette question maintenant parce que vous avez effectivement contribué à faire connaître l'histoire du groupe Manouchian, mais vous ne vous arrêtez pas là. Car vous voulez aussi rendre hommage à tous ces Arméniens qui ont contribué à libérer la France en dehors de la résistance pure, donc comme on parle dans le groupe Manouchian. Alors c'est un travail de recherche fastidieux, on l'imagine. C'est phénoménal. Parce que vous essayez de retrouver le nom de tous les Arméniens qui, d'une façon ou d'une autre, ont combattu et ont contribué. C'est ça. Oui, tout à fait. Notamment, l'exemple un peu symbolique, on va dire, celui qui a ouvert la voie à la deuxième DB, celle du général Leclerc, si je ne me trompe pas, parce que je suis pas très au fait de toutes ces informations, qui a libéré Paris et sur son chemin, il a croisé un Arménien qui lui a dit « Venez, je vais vous montrer la route. Racontez-nous ça. » Vous connaissez cette histoire? Non, je ne la connais pas, je préfère que ce soit vous. Écoutez, oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, personne n'a écrit vraiment, véritablement l'histoire de groupe Manouchian, mais personne aussi a écrit sur les combattants arméniens en France, ou même en Amérique, ou en Angleterre, ou ailleurs. Nous avons, moi j'ai déjà depuis une quinzaine d'années, etc. J'avais déjà plein de documents. Et là-dedans, j'ai constaté, bon, Manouchian ça va, mais il y a des soldats arméniens qui sont combattus, des volontaires arméniens qui sont combattus. Et puis alors, je fais des recherches. Non seulement, mais j'ai demandé aussi à des correspondants chercher par Internet partout où il y a des choses officielles, comme par exemple notre ami de enfin bref, il habite dans la banlieue. Voilà. Lui, il a cherché beaucoup, j'ai d'autres, etc. Et je trouvais aussi, je trouvais que, vous savez ce qu'il y avait en France? Il y avait plein de soldats arméniens qui ont participé dans l'armée française. Ils ont évadé aussi. Voilà, il y avait des prisonniers arméniens évadés qui étaient cachés par les familles arméniennes, vous savez, on appelait les ostopènes, c'est qu'ils ont obligé de les Arméniens de l'armée rouge qui avaient combattu dans l'armée rouge, qui ont été faits prisonniers par l'armée allemande. Voilà. Et puis ici, dans toute la machin, tous les Arméniens, quel que soit leur esprit de politique, ils ont gardé chacun des soldats, et ensuite, ils ont combattu dans les maquis, ils ont combattu sur les machins, etc. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la deuxième DB. Vous savez que nous avons trouvé, enfin on m'a envoyé, des Arméniens qui ont combattu contre Rommel, dans les airs de Libye, ils ont combattu. Alors, quand je vois que, par exemple, un des espions du service secret anglais, c'est un Arménien, Agassarian, et qu'il a parachuté plusieurs fois ici en France, qu'il a envoyé comment dirais-je, la question de toutes les armes ici, etc. Mais on a eu comme Terre Sarkissian. C'est inimaginable, c'est pas la langue qu'il était déjà en Afrique, il est venu en France, il a fait des choses inimaginables, des services secrets. Mais dans le service secret, il y avait plein d'Arméniens. Voilà. Et puis, j'ai vu, dans le débarquement, dans le débarquement, il y avait des Arméniens qui sont morts. On a fait la liste, on est en train de travailler. Ensuite, tous ceux qui ont combattu avec Leclerc, avec Antenne, ça a fait il y a des milliers de noms. Et je voudrais que, avec Hélène, que le peuple arménien sache que c'était formidable et que
le peuple français, je voudrais qu'il sache aussi, avec ce livre-là, surtout pour le 100e anniversaire, comme quoi les Arméniens, ils ont rendu, malgré que nous étions que 70 000 seulement en France, à l'époque. C'est une liste interminable de noms, en fait. Oui, 70 000 seulement, nous avons apporté une force inimaginable pour la libération de la France et de l'Europe. Voilà. Donc on imagine le travail. Ah oui, alors là c'est vraiment un travail de fourmi, on peut le dire. Qu'il a fallu mener pour aboutir déjà à combien de noms vous avez déjà recueilli? Plus de 1000 noms? Non, pas millions, non. 1000 noms. Il y a eu des milliers. Oui. Alors, si je fais appel, il y a beaucoup d'Arméniens qui m'entendent. Leur nom est déjà dans le document. Et puis, j'appelle aussi qu'ils sachent que même ceux qui ont rendu peu de service à la résistance et à la guerre, qui ont participé d'une manière ou d'une autre, ils sont notés. Voilà. Quelqu'un qui a caché, par exemple, la famille Azandorian, il a caché pas mal, il était dans le service pour... créer un comité évasion pour faire évaluer les soldats qui étaient donc dans l'armée allemande, qui étaient faits prisonniers, et donc après quand ils sont arrivés à Paris et tout ça, ils les faisaient évader vers la zone libre en fait. Donc ils avaient créé un petit comité, ce qu'on appelle le comité évasion. Les soldats français arrêtés par l'armée allemande, les soldats qui étaient dans l'armée rouge, qui ont été arrêtés par l'armée allemande. Quand ils arrivaient à s'échapper, qui rejoignaient la France, ils les faisaient évader par plus nettement, hein, voilà. Il y a eu des Arméniens de l'armée rouge, des prisonniers. Oui. Alors ces prisonniers, par la force pour d'abord les prisonniers russes aussi, ils mouraient de faim, etc. L'armée allemande, il a dit, voilà, si vous allez en allemand, et vous combattez à notre côté, eh bien, vous aurez à manger, à boire, etc. Alors eux, pour ne pas mourir, en attendant, prenaient l'uniforme allemand, ils s'évader. Ils ont commencé à faire combattre contre l'armée rouge. Mais là, chaque fois qu'il y avait l'occasion, ils se sauvaient. Alors Hitler a dit, oh non, ça va pas. Alors il a dit dorénavant, c'est ce qu'on appelle les soldats de l'Est. Ces Ostropèdes, on va envoyer plutôt combattre les maquis en France. Et ils ont venu en France. Et quand ils ont venu en France à Paris, les Allemands, les officiers allemands, ils mangeaient dans un restaurant rue Maubeuge, et puis Micha Azandorian, il jouait, voilà. Et chaque fois qu'ils entendaient qu'il y avait des Ostropèdes qui arrivaient, des Arméniens, etc., immédiatement, avec Manouchian, ils ont organisé cette évasion comme Hélène dit bien. Ils les exfiltraient des rangs de l'armée allemande. On a donc pas mal caché ici à Paris, dans la région parisienne, d'autres à Lyon et à Marseille, alors là, il y en a eu beaucoup, puisqu'on a l'armée militaire, il a envoyé ces soldats là-bas pour combattre, et puis si je vous raconte des histoires, que par exemple, sur la Côte d'Azur, il y a, comment ça s'appelle le fort ah oui. Oui. Non, enfin c'est dans le... Oui, effectivement. Oui. Il y avait, il y a encore, bien sûr, comment dirais-je, cette forteresse. Sur la forteresse, il y avait des canons de 155. Donc, comme je suis spécialiste, je connais bien l'histoire. Dans cette machin-là, il y avait à peu près une quarantaine d'artilleurs qui étaient là pour surveiller la Côte d'Azur au loin. Là-dedans, il y avait à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'Arméniens artilleurs. Et puis, quand en 1944, au mois d'août, l'armée américaine avec ses machins de... Ils voulaient débarquer sur la Côte d'Azur. Mais les bateaux militaires, les croiseurs, ils ne pouvaient pas s'approcher parce qu'il y avait un des canons. Il y avait 3 canons de 155, ils pouvaient tirer jusqu'à 20-30 km. Je suis très spécialiste, c'est pour ça que je connais. Il a envoyé un commando. Ce commando-là, il est venu en dessous de la forteresse, et puis il voulait monter, mais ils ont commencé à mitrailler, mais ils ont resté là la nuit. Et d'un seul coup, le matin vers 2h ou 3h,
les commandos qui étaient en bas, le commando Keffer, il y a le détail, on donnera une autre fois, ils entendent d'un seul coup là-haut, des mitraillettes, etc. Et puis, ça calme. Et d'un seul coup, le matin, on voit de là-haut des draps blancs. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le commandant est monté là-haut, qu'est-ce qu'il voit? Il y avait des soldats qui avaient tué déjà des officiers, et puis d'autres prisonniers. Mais qui c'était ces gens-là? Mais ce sont des Arméniens. Écoutez, c'était des Arméniens. Écoutez, j'ai envie de pleurer. Ah oui, c'est très, très émouvant. Alors, ces Arméniens-là, et que, aussitôt, le commando, il a fait des signes aux bateaux de guerre, et puis les Arméniens, ils sont venus. Mais ça, vous savez, ces choses-là, c'est pour ça qu'il faudra que, oui, il faut absolument que ça se sache. Fier que voilà, nous avons eu des hommes comme ça, que ça soit dans l'armée soviétique, américaine, ou anglais, ou partout, voilà. Oui, les Arméniens sont battus à chaque fois dans Alors, nous avons un dernier appel avant de conclure cette émission. On écoute cet auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est à vous. Oui, bonjour. Écoutez, je suis en train d'écouter avec beaucoup de passion. J'ai pris l'émission en cours. Je n'ai pas retenu le nom de ce monsieur qui parle avec autant d'émotion. Monsieur Hassan Chakarian. Merci beaucoup. Dernier survivant du groupe Manouchian. D'accord, je vous remercie. En tout cas, monsieur, vous m'avez énormément ému. Moi, je voulais savoir, j'ai mon papa qui a été officier de liaison à Khartoum. Pendant la guerre, pendant 4 ans, il a servi, il a eu son poste entre la France et l'Angleterre, et il a représenté la France en fait à cette période-là. Il a servi la France sous le nom de Arthur Jean Egg. Je voulais savoir si par hasard vous aviez des informations sur lui, parce qu'il a énormément, c'est pas des faits d'armes, mais en tout cas il a eu un poste important. Alors, il a été le premier à porter le drapeau français sur les FFL à Khartoum. Oui. Voilà. Donc, alors, reprécisez le nom, Arthur Jean Egg. Arthur Jean Egg. Son nom à l'origine c'était Hector Comian. Mais voilà, pour franciser le nom, ils l'ont nommé comme ça. Alors, vous savez si vous voulez bien, on va vous prendre hors antenne, vous allez nous donner vos coordonnées, et Monsieur Chakarian prendra contact avec vous, et vous pourrez ensuite discuter tranquillement et lui raconter l'histoire de votre père, pour qu'il puisse effectivement ajouter son histoire dans ses recherches. Donc, on va vous reprendre hors antenne et on va prendre vos coordonnées. Voilà. Donc, merci pour votre appel. Et je vous précise que vous pourrez retrouver cette émission en images sur notre site internet. Vous disiez que vous aviez raté le début, donc je vous invite vivement à la regarder en vidéo, car vous verrez avec quelle énergie Hassan Chakarian nous transmet son savoir. Merci pour votre appel. Merci à vous. On va prendre... Bonne journée à tous. Merci. On va prendre un dernier appel. Oui. Bonjour. Oui, je vous remercie de me permettre d'intervenir à nouveau comme vous me l'aviez permis précédemment. Alors, aujourd'hui, au lendemain de la célébration à la mémoire de la résistance au Mont-Valérien par Monsieur le Président de la République François Hollande, que nous devons remercier pour le vibrant hommage rendu. Toutefois, de cette génération qui a toujours participé à préserver cette mémoire, permettez-moi de m'étonner de n'avoir pas entendu évoquer précisément le dernier survivant du groupe Manouchian, qui est Hassan Chakarian, témoin vivant, toujours présent ce matin, ainsi que vous l'avez souligné précédemment. Sachant le rôle important et difficile des responsables d'associations en charge des relations avec les autorités nationales françaises, ne serait-il pas opportun d'adresser une remarque d'information entre guillemets qu'accompagnerait nos remerciements pour réparer cette omission que je ne veux pas croire être occultation ou ignorance. Alors je vous laisse apprécier pour transmettre mon propos et je vous remercie de votre attention encore. Merci pour votre second appel ce matin et pour votre intérêt pour cette émission.
Alors oui, effectivement, on aurait peut-être aimé que vous soyez cité. Vous n'avez pas pris part à cette cérémonie car vous aviez d'autres engagements aussi. Vous avez fait un choix et on imagine quand même que pour vous, vous retrouvez dans cette clairière. Hier, c'est des moments trop difficiles. Ouais. L'émotion qui nous a submergés. On imagine que pour vous, c'est insupportable. Donc, on comprend que vous n'étiez pas présent et que du coup, on ne vous a pas cité directement. D'abord, j'étais pas présent parce que j'avais déjà pris rendez-vous avec la télévision avant de recevoir l'invitation. Alors, j'étais obligé, donc, hier matin, de 10h jusqu'à 1h de l'après-midi, j'étais avec une télévision qui était aussi envoyée sans arrêt là-haut. Mais vous savez, et puis il fallait que je parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et cela, on m'a presque écrasé, on m'a presque tué. Voilà. Alors, parlons plutôt, si vous avez encore pour la dernière fois, je crois qu'on va... On a encore un appel d'auditeur et on va conclure. Alors, on vous écoute. C'est à moi? Oui, c'est à vous, monsieur. Bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Tchakarian, avec tous mes respects. Je suis monsieur Yacoubian, celui qui a demandé pendant 3 ans à monsieur Santini pour qu'il y ait un nom et une place, Missak Manouchian ou une rue. Et enfin, on l'a eu. Et Henri Carayan pleurait, il m'a dit, moi j'ai mis 40 ans à faire une demande, je ne l'ai pas eue. Et toi, tu t'es battu dans ton petit coin. Cela, je vous dis ça pour pas me vanter. Mais je voudrais dire une chose. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une intervention quand on dit Manoukian? C'est quand même un Arménien, mais je préfère Manouchian. Quand on annonce souvent Manoukian, hier sur Antenne 2, c'était le groupe Manoukian. Oui. Ça va pas. Cette erreur est encore... Nous n'avons personne qui peut intervenir à ce moment-là par un coup de téléphone en sachant où on peut trouver ce type et lui dire, en lui rectifiant, c'est pas Manoukian, c'est Manouchian. Moi, je m'appelle Yacoubian, je m'appelle pas Yakourian. Évidemment. Monsieur... on comprend cette indignation. Je vous respecte énormément. Et j'espère que vous allez vivre jusqu'à 125 ans. Ah oui, on l'espère tous. Merci pour votre appel, monsieur Yacoubian. Vous voulez répondre à... Merci. Écoutez, chers compatriotes, vous savez, on se trompe souvent, tout le monde se trompe. Parce que il y avait des écrivains à l'époque, dès la Libération, tout le monde a écrit des livres, des ouvrages à sa façon, il s'est trompé des noms Manoukian et Manouchian, et puis ça s'est répandu, il y a plein d'ouvrages qui se trompent. D'ailleurs, je vous ai dit déjà au départ, beaucoup d'historiens, beaucoup d'écrivains, ils se trompent, beaucoup ils connaissent pas vraiment l'histoire de Manouchian. Il y a eu des erreurs comme ça, oui. Et puis à qui je dois téléphoner, à qui je dois... De toute façon, il vous appartient pas, M. Tchakarian, de courir derrière tous ceux qui se trompent. Mais chaque fois que je fais des conférences, je dis, c'est pas Manoukian, c'est Manouchian. Alors, malgré tout, quand même, hier, le nom de Missak Manouchian a été dit clairement par François Hollande à plusieurs reprises sur cette tribune. Donc on va conclure cette émission, revenir évidemment à cette actualité immédiate qui nous a donné l'occasion de nous réunir ce matin et de profiter de vous, Hassen Tchakarian. J'emploie le mot à bon escient parce que vraiment c'est un bonheur de vous avoir là à 97 ans, il faut le rappeler, et j'invite vraiment nos auditeurs à revoir cette émission sur le site radio-ipfm.com en images et de voir avec quelle énergie vous nous transmettez votre savoir et l'émotion que vous nous avez transmise tout à l'heure en nous racontant donc l'histoire de cet abordage, de ce débarquement sur les côtes, sur la côte d'Azur. Donc des faits hauts en couleur que l'on espère retrouver rapidement donc dans cet ouvrage que vous préparez avec Hélène Kossayan, donc sur tous ces Arméniens qui ont contribué, quelle que soit leur armée, américaine, anglaise, française, allemande aussi, puisque vous l'avez dit, ils ont été récupérés par la résistance. Donc on attend avec impatience cet ouvrage. Et le mot de la conclusion, Hélène Kossayan d'abord. Écoutez, j'étais très heureuse de venir participer. Donc effectivement, c'était un moment important hier.
que Monsieur François Hollande ait cité enfin effectivement le nom de Missak Manouchian. Mais il a rappelé son histoire aussi, exact. Le génocide, et en fait, le parcours. Exact, mais en fait, ce qu'a dit l'auditeur, notre auditeur tout à l'heure, on aurait peut-être pu rappeler en fait Monsieur Tchakarian, et dire que c'est quand même le dernier survivant du groupe. Ça aurait été bien de le dire, même si il n'était pas présent. Fort heureusement, les médias n'ont pas raté cette occasion de rappeler que vous êtes là toujours vivant, Arsène Tchakarian, mais vivant dans tous les sens du terme. Donc, bon, en quelques mots, un dernier hommage de vous à vos camarades dont on a commémoré hier le 70e anniversaire de leur assassinat. Le mot de la fin, Arsène Tchakarian. Le mot de la fin, lorsqu'on sortait les cadavres de mes camarades au cimetière parisien d'Ivry, pour que je puisse reconnaître chacun, etc. Quand je voyais leur tête et tout ça, c'était mes camarades, c'était mes frères d'ailleurs, tous mes frères-là, eh bien, il y avait Barcellini qui était chef de cabinet à l'époque, il était là aussi, je travaillais avec lui. Je dis, Monsieur Barcellini, je jure que jusqu'à ma mort, je vais parler de mes camarades. Il ne faut pas qu'on oublie, la France ne doit pas oublier, le monde ne doit pas oublier ce que nous avons fait pour la France. Merci Arsène Tchakarian. Donc ce dernier hommage à vos camarades exécutés le 21 février 1944 parce qu'ils étaient, comme le disait l'affiche rouge, des étrangers qui font du mal à la France, et cette affiche rouge qui s'est retournée contre la propagande nazie, puisqu'elle en a créé un mouvement d'empathie en fait de la part de la population. Mort pour la France avait écrit des mains, comme le disait Aragon, à l'aube. Ils étaient morts pour la France, donc on va conclure cette émission avec ces mots, mort pour la France. Un grand merci à Arsène Tchakarian pour le travail que vous avez contribué à faire avec Hélène Cosséan, et merci également à Jean-Marc Germain qui a lancé donc cette initiative pour la panthéonisation du groupe Manouchian. Une bonne initiative. Merci à vous. À votre merci à Arsène Tchakarian. Au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.